toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler plus particulièrement de ce qui se passe dans la publicité. Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir d'avoir autour de moi Pascal Lefebvre, qui est secrétaire de notre fédération, la FILPAC. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la Fédération des industries du livre, du papier et de la communication. Cécile, elle travaille depuis de nombreuses années au sein du groupe Publicis. Elle est membre de la section syndicale Infocom CGT dans son entreprise. Fabien, pour sa part, est délégué syndical au sein de l'entreprise UES McCann. Le constat qui est fait, vous me direz si vous êtes d'accord, je vais partir d'un constat qui est plus général au sein du monde du travail, qui ne concerne pas que la publicité. Je vais reprendre des chiffres, les chiffres des défenseurs des droits de mars 2014, donc, qui disaient que une femme sur 5 était victime de harcèlement sexuel au cours de sa carrière, que dans 70% des cas, la situation n'a pas été portée à la connaissance de l'employeur ou de la direction, que près de 80% des femmes sont régulièrement confrontées à des attitudes sexistes au travail, que plus de 50% des femmes victimes de comportements sexistes, lorsqu'elles ont dénoncé ces derniers à leurs supérieurs ou aux représentants du personnel, donc aujourd'hui c'est l'instance CSE, n'ont pas été écoutées ou bien crues. Depuis quelques mois, on a le compte Instagram Balance ton Agency qui, au sein de la pub, a donné de la visibilité à tous ces phénomènes. Et on constate, et ça Pascal tu pourras nous le confirmer, que ce phénomène est déjà dénoncé depuis de longues dates par la CGT dans la publicité, avec une situation de violence, de maltraitance, harcèlement sexuel mais aussi harcèlement moral, un environnement de travail, on va dire, assez toxique. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que suite à cette visibilité, donc le compte Instagram, on le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est Balance ton Agency, et donc il y a des petits carrés qui reprennent des propos qui sont entendus, qui sont des propos sexistes, homophobes, à connotation raciste, et ça a fait tellement de bruit que c'est le patronat de la publicité qui va demander l'ouverture de négociations. Tout à fait. Et alors, premièrement, moi je voulais d'abord remercier Infocom d'organiser cette émission dans la période actuelle, parce que c'est une période qui est assez particulière que nous traversons, et tu l'as souligné Marianne, avec une visibilité sur les violences au travail. On va généraliser, que ce soit les harcèlements moraux, que ce soit les harcèlements sexuels, les violences sexistes, le racisme, la xénophobie, l'homophobie. Des choses que nous dénoncions depuis des années en négociation collective de branche. Alors, en négociation collective de branche, pour vous situer, c'est une représentation du collège employeur de l'ensemble de la publicité, donc ça regroupe aussi bien les médias, les régies médias, que l'affichage publicitaire, que les agences en conseil, etc. Et d'autre côté, les organisations syndicales représentatives dans le champ professionnel, dont la CGT, qui a été et est encore entre la première et la deuxième organisation syndicale la plus importante. Voilà, c'est à quelques voix près à chaque fois. Et ça fait des années, je dirais même depuis presque le début des années 2000, que nous tentons, avec d'autres, de mettre ce point à l'ordre du jour des négociations collectives, parce qu'on sent poindre, et la crise a certainement accentué, je dirais, ces phénomènes de sexisme, de xénophobie et d'homophobie dans la profession. Et jusqu'à présent, je vais employer un terme qui parfois fait peur et qui fait un langage trop syndicaliste, mais le patronat, parce que ce ne sont pas des employeurs, en l'occurrence aujourd'hui ce sont plus des licencieurs que des employeurs, ils emploient de moins en moins de monde, que le patronat a toujours évité d'aborder cette question-là. Et on le voit bien que sur ces questions, pourquoi il évite de les aborder au niveau d'une négociation collective, c'est parce que ça le renvoie à ses méthodes de management, ça le renvoie à ses méthodes de gestion. Cécile pourra en parler mieux que moi, mais dans son agence, comme dans d'autres, être femme après avoir accouché, après avoir fait acte de maternité, ça devient problématique pour son reclassement. Ça devient problématique pour son avancée professionnelle.
d'ores et déjà, on intègre dans les méthodes de management que comme elle va être moins disponible parce que maintenant elle devient mère et qu'elle n'est plus une salariée corvéable à merci, forcément on va avoir des phénomènes de plafond de verre qui vont s'opérer. Et tout ceci, nous l'avons dénoncé depuis très longtemps. Nous avons dénoncé aussi que sur les plateformes téléphoniques, on demandait à des jeunes gens, femmes et hommes, de changer leur nom de famille parce qu'ils étaient soit trop consonance du Maghreb, africaine ou de l'Inde, en tous des cas pas européenne, pas suffisamment européen pour prendre contact avec les clients. Ça, ce sont des phénomènes qu'on a connus dans la profession et qu'on connaît encore dans la profession. Où je m'appelle plus Rachid, mais je m'appelle Dupont. Hein, voilà, et on demande la même chose sur les tenues vestimentaires. Le nombre de fois où effectivement on oblige, c'est souvent fixé vers la gente féminine, mais aux femmes de s'habiller différemment ou dans des tenues parfois assez provocantes pour aller en clientèle, pour faire plaisir aux clients, pour faire plaisir à l'annonceur qu'on va les voir. Ça fait partie de la gestion. Donc ces attitudes qui sont du Néandertal, qu'on condamne, quoi, ça n'a plus rien, ça n'a plus à être dans notre profession. Ça fait des années qu'on les dénonce. Le fait que Balance ton Agency avec les Lyon ait donné cette visibilité beaucoup plus importante, fait qu'aujourd'hui une négociation collective de branche s'ouvre. C'est quoi une négociation collective? Une négociation collective de branche, on va négocier un accord, ou en tous les cas on va tenter de négocier un accord, on y reviendra plus tard je suppose, hein, dans le contenu d'accord, mais pour l'ensemble du corps social de la profession de la publicité. Ça représente à peu près combien de salariés À peu près 75 000 à 80 000 salariés. Alors, bien sûr, on ne comprend pas là toutes les freelances, etc. Hein, mais tout ce qui est CDI, salarié et CDD, donc tout ce qui est un contrat de salariés en entreprise. Donc cet accord, si on arrive au bout de cet accord, et on reviendra sur les difficultés de négocier cet accord aujourd'hui et les réticences du patronat à aller dans cette voie de la négociation, bien qu'ils y soient obligés par l'exposition des réseaux sociaux aujourd'hui, va s'appliquer dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et c'est pour ça qu'il nous faut, dans cette négociation, d'abord, à travers cette émission, expliquer ce que va être cet accord, ce que nous, on veut faire de cet accord. Et là, on s'aperçoit, vous voyez, que forcément, il y a une résistance importante du collège employeur. Parce que ça remet en cause tout son management, toute sa gestion dite des ressources humaines. Et puis, il a un outil qui est plus favorable maintenant, c'est l'accord d'entreprise. Depuis les lois El Khomri et puis Macron, on a une inversion, ce qu'on appelle des normes. C'est-à-dire qu'auparavant, si vous voulez, c'était comme une pyramide. Hein, on avait le Code du travail qui était le socle commun à l'ensemble du monde du travail. Et puis après, il y avait des accords collectifs de branche qui étaient plus favorables que le Code du travail et qui s'adressaient donc aux salariés d'un secteur professionnel, donc en l'occurrence la publicité et la communication, qui forcément avait des dispositifs au moins égales ou équivalentes au Code du travail, mais souvent plus avantageuses. Et puis ensuite, après, on avait l'accord d'entreprise qui, lui, est encore plus favorable que l'accord conventionnel. Et puis, après, on avait y compris des accords d'établissement, etc., etc. Donc, on arrivait, si vous voulez, c'est le socle Code du travail, et puis jusqu'au plus favorable, qui pouvait être après la relation du contrat de travail, qui reprenait l'ensemble et qui était toujours plus favorable que... Là, avec les lois Macron et les lois El Khomri, nous avons inversé la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que on peut, dans une entreprise, avoir des accords qui soient moins favorables que l'accord de branche. Ça veut dire qu'une entreprise, malgré ce qu'on est en train de négocier aujourd'hui, ou tenter de négocier, avec des dispositifs, pourrait y déroger dans certaines conditions, pas totalement. Parce que quand on pointe la question de la santé au travail, il y a des dérogations qui sont assez compliquées à mettre en œuvre pour la partie employeur, mais pourrait déroger sur certains dispositifs à cet accord conventionnel. D'où l'intérêt, tu as raison de le souligner, de nous interpeller quand il y aura une déclinaison de l'accord collectif de branche, d'interpeller Infocom, d'interpeller les autres syndicats de la CGT qui sont dans les agences et dans les régies publicitaires, pour
aider à la négociation pour que l'accord d'entreprise ne soit pas inférieur à l'accord collectif que nous avons négocié au niveau de la branche. Ça, c'est ensuite le chantier que nous avons devant nous. En fait, ce qui gêne, c'est que les relais internes du CE ou de la DRH n'étant pas des relais qui permettent de traiter un problème de harcèlement, parce que souvent c'est une relation de pouvoir d'un manager sur un salarié ou un groupe de salariés. Donc du coup, ça ne peut être traité qu'à l'extérieur. Et c'est la question que posait Pascal, c'est à qui on s'adresse, qui va être indépendant d'un organisme de direction. Et donc, après que les Lyon aient été digérés par le système, eh ben, c'est Balance on Agency qui reprend le flambeau. Mais on voit à nouveau dans Balance on Agency qu'il y a des postes qui disparaissent, il y a certainement des pressions. C'est là qu'on voit aussi que le patronat essaye de contourner toutes les instances représentatives en privilégiant les associations comme les Lyon, où les Lyon ont droit, peuvent diffuser leur enquête à de nombreux salariés, alors que nous, en tant que syndicat ou élus, on est complètement invisible. En plus, on est dans une période où le télétravail est généralisé et on n'a plus le moyen d'avoir vraiment des contacts avec les travailleurs. On n'a plus de contact physique avec les travailleurs. Donc on demande à avoir aussi, nous, le droit, et peut-être que ça se fera par un accord, ça je ne sais pas si c'est... je pense que ça peut se faire, qu'on puisse nous aussi communiquer, faire nos propres enquêtes indépendantes sur le harcèlement ou même sur d'autres problématiques. On ne peut pas envoyer de mails sur les adresses pro. Normalement, c'est interdit. Voilà. Ce que je sais. À moins qu'il y ait un accord avec la, c'est ça. Nous, on a créé une boîte mail extérieure. Notre ancienne DRH nous a même interdit de diffuser nos PV de CSE, qu'on diffusait jusqu'à présent depuis qu'il y avait une messagerie professionnelle, on diffusait nos PV par mail. Toute parole dissonante, de toute façon, n'a pas sa place dans la communication et les RP qui sont faits envers les salariés. C'est sûr que ça, le télétravail, pour ça, c'est terrible. Ce que vous dites tous les deux, ça revient fondamentalement au fait que les directions aujourd'hui ne veulent plus reconnaître des instances représentatives du personnel comme les relais ou l'écho de ce qui se passe dans l'entreprise au niveau des salariés. C'est-à-dire qu'il y a un cloisonnement qui est en train de s'opérer, où la parole de l'instance, soit tu parles de museler, ce que tu dis Fabien, c'est que vous n'avez pas de canaux pour vous exprimer, et avec le télétravail, on le voit bien aujourd'hui, c'est pire, c'est-à-dire que la violence qui s'exprime dans la relation qui devient individuelle de l'encadrant au salarié ou du chef d'équipe au salarié, il n'y a plus personne pour en témoigner, puisque c'est quasiment de la personne au subordonné, donc du subordonné à l'encadrant. Et donc cette violence qui commence qui est existante, mais qui prend une ampleur inédite avec le télétravail, là, le patronat a décidé que l'organisation syndicale n'était plus l'interlocuteur et ne devait pas s'occuper de ça. Et donc il faut couper les canaux de communication. Mais ça revient, je dirais, à ce qu'a fait le président de la République et son gouvernement quand il est arrivé au pouvoir, en cassant le CHSCT, en cassant le comité d'entreprise. C'est-à-dire des instances qui avaient plus de 60 ans d'existence, notamment le comité d'entreprise et le CHSCT plus de 40 ans d'existence, dont le but était de veiller à l'amélioration des conditions de travail, en tous les cas, au fait qu'elles ne se dégradent pas, dont le but était de veiller à la santé des salariés. Et on a cassé ça, on a cassé ce thermomètre, on a cassé ce moyen d'action, pas nous, mais le MEDEF. Ça, c'est un réel problème. Et quand on parlait tout à l'heure d'accords de branche et de déclinaison d'accords d'entreprise, c'est pour ça que j'invitais les salariés, si c'est diffusé largement, et ça va l'être, à contacter les organisations syndicales et à ne pas se retrouver tout seul. Parce que face à une négociation d'entreprise, aujourd'hui, nous recevons beaucoup d'accords sur le temps de travail, par exemple, à la fédération, dans le secteur de la communication, dans le secteur de la publicité, qui sont signés par des élus dits indépendants. Mais quelle formation ils ont?
Quel regard sur l'évolution de la législation ils ont? Quel regard sur le temps de travail ils ont? La direction veut des gens pour distribuer les chèques. C'est ça, ne plus négocier le social. Nous, combien de fois notre ancien président nous a dit qu'on n'était pas représentatif des salariés, que lui, tous les salariés qui croisaient dans les couloirs étaient heureux et n'avaient jamais fait état de problématiques de harcèlement ou n'avaient aucune revendication d'aucune sorte. Et donc, doutait du fait qu'on soit représentatif. Mais sauf qu'on a été réélu avec plus de la moitié. Donc vous êtes plus que légitime. Non seulement vous êtes légitime, mais plus que représentatif du corps social que vous représentez. Sauf que cette parole-là, on veut vous la nier. On veut vous la nier parce qu'aujourd'hui, ce qui est attendu par le management des entreprises, c'est encore pressuriser encore beaucoup plus le travail, d'avoir des actes de violence, parce que ça se traduit par de la violence dans la gestion humaine, pour pressuriser à fond, et ça, pour ça, il faut faire sauter le verrou des instances représentatives des salariés. Toi, ton taulier, il dit que vous n'êtes plus représentatif, qu'il mette son nom, et on verra s'il reçoit autant de suffrages que les élus du personnel. Non, parce qu'il y a forcément qu'il va croiser quelqu'un, il va y avoir le sourire, il y a gain de subordination. S'il lui dit écoute, t'es un incompétent et on préfère un autre manager, la personne elle est licenciée dans le quart d'heure qui suit. C'est omettre ce lien de domination et de subordination qu'il y a avec une direction. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'éviter que les salariés aillent vers les élus. Donc ça, c'est même pas une question de... Si tu vas voir un élu, tu prends le risque d'être fiché. Donc c'est une violence beaucoup plus discrète, beaucoup plus diffuse, beaucoup plus efficace. Mais en essayant de nous détacher, on crée au contraire une adhésion supplémentaire. Avec Marianne, on a fait 3 adhésions récemment. Du coup, on a produit un journal qui est largement diffusé. Alors même si on entre en résistance et que ça ne se fait plus au grand jour, les salariés ne sont pas du tout dupes. Chez moi, la direction communique par Teams, c'est une application. Fait des visioconférences, on va dire assez régulièrement, entre directeurs et salariés. Les salariés, finalement, on pose très peu de questions, mais on entend pendant 1 heure de la propagande. Allez-y, bossez, bossez, c'est comme ça qu'on y arrivera, comptez pas vos heures, comptez pas... C'est de la propagande, en fait. Et comme il n'y a pas une espèce de contre-pouvoir, quelqu'un qui, puisque de toute façon, comme les élus ou les syndicats, finalement, on ne les entend plus, et ben ils peuvent toutes les semaines, tous les mois, continuer leur propagande, et finalement, les salariés adhèrent un petit peu à ce fonctionnement. Si on prend un petit peu de hauteur, c'est vraiment une guerre des classes qui est en train de se mettre en place, guerre des classes qui a toujours existé. Mais la conflictualité aujourd'hui, et la violence de cette conflictualité, elle est encore beaucoup plus importante qu'elle ne l'a été. Au fur et à mesure, on retire la possibilité aux salariés et aux travailleurs d'avoir des outils de défense de leurs intérêts, et que ces outils puissent se faire entendre. Le camp d'en face, il continue d'avancer. Et donc, il va avoir ses capots, qu'il pourra appeler ses collabos, parce qu'on est dans ces schémas de pensée. On est dans les schémas de pensée où soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Soit tu es avec l'entreprise, soit tu es contre l'entreprise. À partir du moment où tu rentres en résistance, parce que tu n'acceptes pas la méthode de gestion, l'imposition de rythme de travail qui vont te rendre dingue, à ce moment-là, c'est toi qui es faible. C'est pas le système qui t'écrase, c'est toi qui es trop faible pour résister. Donc tu n'as pas ta place dans l'entreprise. Donc on évacue au fur et à mesure et on va garder les plus performants du moment. Parce qu'eux-mêmes, à un moment donné, seront plus faibles. Hein, parce qu'on on va garder les plus performants. Ce qui fait que le secteur de la publicité et de la communication est un secteur extrêmement jeune quand on regarde la pyramide des âges. Vous êtes des résistants, je dirais.
Par votre ancienneté de... Ah, voilà, hein, pas des dinosaures, je ne me permettrai pas, Cécile, mais vous êtes des résistants. Mais ce secteur, c'est quand même ancré, il est reconnu comme tel, par ce jeunisme. Un jeunisme, oui. Un jeunisme où on est dans une profession quand même, où on est sur une pyramide des âges majoritairement en dessous de 40 ans. Ce qui est extrêmement rare dans les autres filières professionnelles. Mais c'est lié à quoi? C'est lié à l'ultra-performance qu'on demande, et de plus en plus. Et le télétravail, le fait d'avoir de la distance, de casser les collectifs de travail et d'individualiser encore plus la relation au travail, fait que cette violence, elle s'exprime encore plus fortement. On a tous connu, moi dans mon entreprise, j'ai connu, comme vous certainement, moi j'ai connu des suicides au travail. Des suicides de commerciaux et de commerciales. Parce que la méthode de management, c'était quand le commercial ou le commercial arrivait avec les plus mauvais résultats du groupe, il avait droit au bonnet d'âne en séance plénière. C'était l'humiliation. Et c'est il n'y a pas si longtemps. Et c'est d'autres formes d'humiliation qui se font, qui se mettent en place. Et tu as raison, ça transpire à travers toute la hiérarchie. C'est une méthode de management et de gestion. On est passé du lean management à d'autres méthodes qui sont encore plus critiques sur l'humain. Et on pourra s'en sortir effectivement, parce qu'il faut quand même rassurer les salariés, il y a des organisations syndicales. Alors, oui, elles ne se font pas suffisamment entendre, oui, elles ne sont pas suffisamment puissantes, mais parce qu'on ne sommes pas suffisamment nombreux. Notre force, c'est le nombre. Le fait que les entreprises ne veulent pas voir ces canaux extérieurs exister et cherchent à canaliser la parole du salarié. Nous, il y a des applications qui permettent de dénoncer des faits de harcèlement, mais à partir du moment où ça reste dans l'entreprise, c'est totalement inopérant. Nous, la seule fois où on a réussi à faire des actions qui aillent jusqu'au bout, en termes de harcèlement, on a réussi à faire bouger la DRH Monde qui a accepté qu'un cabinet extérieur d'avocats fasse une enquête extérieure, payée par l'entreprise. Donc là, il y a une volonté du groupe quand même d'assainir les choses, mais il y a une limite. La limite, c'est le pognon. Il y a un moment où, si il y a une équation dans leur tête qui se fait, c'est combien il me fait gagner et à quel moment je dois le lâcher. Et donc, tant que ça rapporte du pognon, on va fermer les yeux. Tu as raison, c'est une équation financière, c'est-à-dire dans les méthodes de management, aujourd'hui, par tout ce qui est contrôleur des comptes, etc., on a une évaluation du risque. Oui, c'est vrai, la dégradation de l'image de l'entreprise sur son image sociale, à quel point, à un moment donné, elle va devenir plus importante que le pognon que je peux générer par ailleurs. Et donc, c'est pas une prise en compte, c'est pas par humanisme. C'est parce que simplement, ils ont évalué le risque potentiel pour l'entreprise, que ça allait dégrader l'image, donc dégrader l'image vis-à-vis des annonceurs et de leurs clients, donc forcément faire mal aux affaires, qu'il faut, à partir de ce moment-là, trouver un élément d'apaisement pour faire redescendre le thermomètre et donc reprendre les affaires. Marianne le disait en introduction, Cécile, on a des tas de textes de lutte contre les violences au travail. On a des tas de textes qui prônent l'égalité entre femmes et hommes au travail. Mais les inégalités, elles demeurent. Les violences, elles sont plus violentes qu'avant. Comme quoi, à un moment donné, c'est pas la loi, c'est pas que la loi qui va faire. C'est pas le plus merveilleux accord qu'on va pouvoir négocier au niveau de la branche. Cet accord ne pourra vivre qu'à condition qu'il soit appliqué dans les entreprises, et pour être appliqué, il faut créer les conditions de son application, c'est-à-dire créer les conditions du rapport de force. Et les conditions de la création du rapport de force, c'est s'organiser. Moi, je ne cesse de le dire dans les formations aux jeunes élus, quelle que soit leur étiquette syndicale. L'organisation syndicale la plus importante en France et la mieux structurée, c'est le MEDEF. Et c'est eux qui ont le plus grand nombre d'adhérents, parce qu'ils savent défendre leurs intérêts. Plus ça va, moins nous sommes nombreux, plus nos droits sont remis en cause. Et si on veut regagner des droits, c'est-à-dire simplement le droit de travailler en toute sérénité, le droit de ne plus être victime d'un regard pesant, d'une main aux fesses,
d'un placard parce que je reviens de maternité et qu'on n'a plus de poste pour moi, comme dans les agences. On a dit, ben non, ma grande, je suis désolé, hein, t'as eu ton bébé, il faut que tu t'en occupes. Hein. Donc tiens, on t'a trouvé un strapontin, reste sur le bord, et puis si tu peux partir de l'entreprise, on t'aidera. Faut plus que ça existe, ça. Mais pour plus que ça existe, à un moment donné, il n'y a pas d'autre solution qu'une conflictualité sociale d'une façon ou d'une autre. C'est pas forcément la grève, etc. Conflictualité sociale, ça peut être aussi les réseaux sociaux, comme c'est en train de s'opérer avec Balance Ton Agency. Ça peut être différents formats, mais il n'y aura pas d'autre solution que ça. Et les salariés ne pourront faire vivre leurs droits qu'à partir du moment où ils s'organiseront. En fait, j'ai envie de parler des entreprises de moins de 50. Parce que derrière toutes ces entreprises de moins de 50 qui n'ont pas de CSE, qui n'ont rien en fait. Ah, pardon, la place du représentant syndical de l'entreprise de moins de Voilà. 50 Merci. est là en fait. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Ça va mon pote? Non, ça va pas. Comment ça peut se passer justement dans ces entreprises, cet accord-là? Je fais bien de souligner la difficulté que nous avons dans une branche qui comprend plus de 8700 entreprises, dont plus de 80% sont des entreprises de moins de 20. Effectivement, dans les moins de 50 et moins de 20, c'est une réelle problématique. Donc, nous, ce que nous essayons, et c'est un des points d'achoppement que nous avons avec le patronat, parce que tu fais bien de souligner, eux n'ont pas intérêt à ce que les organisations syndicales rentrent dans ces petites structures. Tu vois, n'ont pas intérêt à ce que les salariés puissent s'organiser, se structurer, pour à un moment donné discuter de la répartition de la richesse ou de l'amélioration des conditions de travail. Il faut vraiment que ces petites structures restent sans représentation du personnel. Donc nous, on a imaginé, entre négociateurs, et notamment la CGT a été porteur d'un texte que vous pourrez certainement trouver prochainement sur les réseaux sociaux, notamment Infocom et la Fédération. Nous avons imaginé d'avoir des référents auxquels, systématiquement, quand il va y avoir déclinaison de l'accord dans les entreprises, quelle que soit leur taille, des référents de branche pourront participer sur sollicitation des élus délégués du personnel, alors ça ne s'appelle plus délégués du personnel, mais CSE de petites entreprises, etc., solliciter les organisations syndicales pour participer à la négociation et à la transposition de l'accord. Mais ça, c'est une bataille de haut niveau, parce que imaginez que le patronat en face, on lui dit, dans toutes les entreprises, la CGT va pouvoir rentrer. Bon. Ça ne leur fait pas spécialement plaisir. Hein. Donc là, c'est un des points d'achoppement. Nous voulons protéger les lanceurs d'alerte. Nous voulons donner au statut de salariés qui sont témoins de violence au travail ou de harcèlement, quelle que soit la nature du harcèlement, un statut de lanceur d'alerte. Aujourd'hui, le salarié qui veut témoigner parce qu'il a été effectivement dans le bureau d'à côté d'une scène ou d'agissement violent, s'il le fait à ses risques et périls, y compris en se mettant en danger. Et on est saisi par effectivement des personnes lanceuses d'alerte qui sont licenciées, la fameuse salariée de chez McDo, qui a été licenciée, alors c'est pas dans notre profession, mais parce que ça a fait le buzz sur Internet, elle a été licenciée parce qu'elle a relaté des propos de managers sur des jeunes femmes et de violence. Et donc, voilà. C'est elle qui licenciait. Ce n'est pas les managers qui vont subir quelque chose, c'est elle qui licenciait. Et ça, on le voit de plus en plus. Donc c'est pour ça qu'on veut instituer un statut de lanceur d'alerte pour les témoins de ces violences. Pour les victimes, on veut un statut protecteur. Parce que déjà, souvent, pour l'avoir connu dans mon entreprise et dans d'autres entreprises sur des dossiers de harcèlement moral, la victime, elle n'a pas de reconnaissance de son statut de victime. On va à un moment donné l'écarter du collectif de travail. Ce n'est pas le manager qu'on va écarter, c'est elle qu'on va écarter, qu'on va mettre à l'écart pour qu'elle n'ait plus de relation. Mais en fonction du poste clé qu'occupe le ou la manager, en l'occurrence, qui a fait cette violence, eh ben, elle va rester en poste. La victime va être écartée et va être mise sur un strapontin, dans un placard, etc. Le temps qu'elle se reconstruise, bien entendu. Et puis, à un moment donné, on lui dira, écoute, c'est dans ton intérêt. C'est trop difficile pour toi à vivre de voir toujours cette personne-là. Donc, c'est dans ton intérêt de quitter l'entreprise. On va t'accompagner. On va te faire une belle rupture conventionnelle. Donc, la victime, en plus, elle est victime de perdre son emploi.
à la fin. Et c'est la personne qui a été violente ou qui a fait ce harcèlement qui, au mieux, doit quitter le collectif et doit être séparée du collectif, quelle que soit sa responsabilité du collectif de travail. C'est elle qui doit partir. Au mieux, parce que normalement, si elle est vraiment, et c'est vraiment acté qu'elle a été violente ou qu'elle a fait du harcèlement, là, il doit y avoir rupture du contrat de travail. C'est-à-dire que c'est elle qui doit être licenciée pour agissement malveillant. Hein? Bon, et là, les patrons, ils nous disent l'inverse. Ils vont même jusqu'à proposer, que les victimes, non seulement soient sorties du collectif de travail, mais soient mises en dehors du cadre du travail par le statut. Alors attendez, c'est un statut, vous savez, entre la mise à pied conservatoire. C'est-à-dire que tu perds ton salaire également? Parce que mise à pied à titre conservatoire, tu perds ton salaire. Alors là, ils sont généreux. On garderait le salaire, pas tout le salaire, mais on garderait le salaire. C'est-à-dire que la victime, on va la mettre à pied conservatoire, qui est une mesure disciplinaire qui, en règle générale, s'applique quand il y a eu des agissements délictueux dans une entreprise. Quelqu'un qui a piqué dans la caisse, quelqu'un qui a filé un bourre-pif à son manager, quelqu'un, enfin voilà. Là, la victime va être mise à pied conservatoire. Ils vont encore plus loin dans la dénégation et dans le déni de la violence au travail. Et nous, c'est l'inverse qu'on dit. La mise à pied conservatoire, c'est celui qui a commis, pas celui qui a subi. C'est pour ça que dans cette négociation, il faut qu'elle soit rendue le plus publique possible, parce que les enjeux sont énormes pour les salariés. Et il y a ensuite un autre aspect, c'est la reconnaissance de la violence, des victimes de violences au travail comme accident du travail et maladie professionnelle. Parce que quand on a été victime de harcèlement moral, on a du mal à s'en remettre. C'est souvent quelque chose de très insidieux et les gens sont détruits de l'intérieur. Ils sont détruits psychologiquement et je dirais, pouvoir refaire surface, ça demande du temps. Nous, on considère qu'il faut que ça soit pris en termes d'accident du travail et maladie professionnelle, c'est-à-dire à la charge de l'employeur. C'est lui qui est responsable de la santé des salariés. C'est lui qui est responsable de faire en sorte qu'il n'y ait aucun agissement qui vienne à un moment donné troubler la santé psychique ou physique d'un salarié. C'est à vous de payer. C'est pas à la victime de s'arrêter chez son médecin traitant. C'est pas à la sécurité sociale de payer. Non. C'est la caisse de maladie professionnelle, donc aux employeurs de payer. Donc en fait, le coût, il est toujours réparti sur des tiers. Et aux salariés de payer l'augmentation de la mutuelle, parce qu'il y a tellement d'arrêts maladie que ça coûte plus cher, qu'on est déficitaire, on va augmenter la part salariée. Pour faire une image, à chaque fois le bourreau est innocenté. Le bourreau n'a rien et c'est la victime qui va payer le prix fort. Et dans l'accord, c'est l'inverse qu'on veut faire. Alors je vais faire un parallèle avec l'accord interprofessionnel sur la santé qui vient d'être, alors qui n'a pas été signé par la CGT. Pourquoi il n'a pas été signé? Parce qu'il n'y a aucune avancée, c'est même pire que ça, sur certains, voilà, y compris des associations de médecins du travail qui sont, eux, pas spécialement affiliés à la CGT, le disent aussi, hein, donc il y a vraiment un souci. Et la tendance du patronat, alors là qui n'est pas que la tendance du patronat de la pub, c'est de reporter sa responsabilité sur les salariés avec une panoplie de formation. Et en considérant qu'à partir du moment où le salarié est formé, eh ben, l'employeur peut dire « écoutez, j'ai fait le nécessaire ». Le système ne fonctionne qu'avec un fort taux de turnover. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 25%, entre 15 et 25% pour qu'on rajeunisse régulièrement, qu'on n'ait pas besoin de former. Les gens sortent de l'école, ils sont bien formés, ils sont encore dociles, ils veulent faire leur book, ils veulent progresser, faire leur CV, donc ils sont prêts à avaler les couleuvres. Donc il faut que ça, sans cesse, rénover, je dirais, les poissons dans le bassin. Mais on se heurte à, je dirais, la réputation. Et donc le prochain travail des entreprises, c'est ces labels, ces certifications, ces labels qualité,
qui est aussi important pour nos clients qui ont besoin de savoir avec qui ils travaillent. La meilleure façon d'éviter ce que tu dis, parce qu'effectivement c'est un risque, comme vient de le dire effectivement Fabien, sur les chartes, les labels, etc., c'est de suivre en direct la négociation sur les réseaux sociaux. Et je dois dire c'est une innovation qu'a fait votre syndicat, Infocom, à laquelle la fédération s'est associée. C'est une nouveauté et moi j'appelle tous les salariés et au-delà du secteur à suivre la négociation sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Il faut savoir quand même que le patronat a tenté de nous interdire de communiquer en direct sur Twitter la négociation collective qui a lieu sur ce sujet-là. C'est bien que l'enjeu est majeur pour eux. Ils ont tenté, c'est la Direction Générale du Travail qui dépend du ministère du Travail, parce que nous sommes en commission mixte paritaire, alors c'est un petit peu technique, mais le ministère du Travail est représenté, qui a dit aux employeurs, vous ne pouvez pas interdire à la CGT de communiquer en direct la négociation collective. Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de le faire. Je ne sais pas si demain, avec les lois liberticides qui sortent quotidiennement ou régulièrement, on pourra continuer à le faire, mais tant qu'on pourra continuer à le faire, ça permettra aux salariés de s'approprier cette négociation, parce qu'on sera exigeant dans l'accord. C'est une exigence qui fait aussi que des fois, elles refusent de signer, mais c'est parce que cette exigence, elle n'est pas, à un moment donné, elle n'est pas négociable. Ben, merci à tous et puis à bientôt, j'espère. Merci.